Stéphanie, c'est une enseignante-chercheuse de Nice. C'est la responsable de toutes les licences du STAPS de Nice. Il faut savoir que par le passé, elle a fait STAPS à Nice également. Elle avait comme camarade de promo Mathieu Gruet. Elle a été prof de sport. Stéphanie a aussi un DES, c'est-à-dire un haut diplôme fédéral en patinage artistique. Elle a été investie dans la fédération de sport de glace. Et il me semble intéressant de préciser qu'elle a réussi à articuler une carrière compétitive sportive avec son parcours en recherche. Stéphanie a fait sa thèse sur une psychologie sociale des troubles alimentaires des sportives. Et je pense ne pas me tromper en disant qu'aujourd'hui elle va beaucoup parler des spécificités de la femme sportive. Je terminerai en disant que Stéphanie est également maman de 2 petites filles. Donc elle a su articuler également, on peut l'applaudir, vous avez Elle a donc su articuler son parcours professionnel, sportif et personnel. Et dernier petit élément, je vous invite pour une fois à sortir vos téléphones, à aller sur Instagram et à aller sur la page de l'association Prévention et Bienveillance dans le sport, qui est une association que préside Stéphanie et qui est pleine d'outils pour l'intervenant auprès d'un public féminin, qu'il soit prof, enseignant ou rapace. Je n'en dis pas plus, je laisse, une fois que ce détour par Instagram est fait, je laisse Stéphanie parler et surtout n'hésitez surtout pas à poser vos questions. Merci beaucoup pour cette introduction, merci pour l'invitation, merci à tous pour cette belle organisation. Ravie de retrouver certains que j'ai vus en table ronde, ravie d'en découvrir d'autres. Donc, sur l'organisation de cette conférence, j'ai eu dans l'idée qu'on soit dans une interaction à certains moments donnés. Donc, pour commencer cette conférence que j'ai intitulée « Corps de femme et entraînement sportif », je vais m'intéresser plus particulièrement aux déterminants de la santé et aux déterminants de la performance sportive. Et donc, on va faire un détour par la performance sportive. On va essayer de la caractériser ensemble pour pouvoir aller finalement sur les particularités de la sportive. Il est évident qu'en regardant la thématique de la journée, j'aurais pu avoir envie de vous parler de plein de choses. Et j'ai dû faire des choix parce que je n'avais pas toute la journée pour raconter et échanger avec vous. J'ai passé le temps des tables rondes où j'ai eu l'impression de faire 4 tables rondes, 4 fois complètement différentes, et à aucun moment j'ai eu l'impression que c'était redondant. Donc je pense qu'on pourrait en parler des heures, il y aurait des choses à dire pendant des heures. J'aurais pu enfoncer des portes ouvertes et vous parler des différences qui s'opèrent dans le monde du sport en allant sur l'apparence et les tenues autorisées pour les sportives, qui va différer, que ce soit un garçon ou une fille. Enfin, si je prends l'exemple du beach volley, si je prends l'exemple de la gymnastique, si je prends l'exemple du patinage, évidemment que les tenues pratiques ne sont pas les mêmes, les rendus ne sont pas les mêmes, les normes associées et les images que ça renvoie ne sont pas les mêmes, et aujourd'hui c'est questionnant dans la société. Toutefois, je ne vais pas aller là-dessus parce qu'à un moment donné, il y a une réglementation sportive qui s'opère, il y a des instances politiques qui agissent par rapport à ça, et à votre mesure, en tant que stapsien, il me semble que vous n'aurez pas nécessairement les outils à court terme pour faire changer les choses. Peut-être à long terme, oui, mais à court terme, non. Et donc ma priorité, c'était d'essayer de vous accompagner pour avoir des prises de conscience, des approfondissements sur des choses sur lesquelles vous avez déjà conscience, mais pour pouvoir agir sur l'entraînement des féminines directement, concrètement, demain, après-demain. J'aurais pu aussi aller sur le sport féminin qui est sous-médiatisé. On s'appuie sur l'étude du CSA, oui, on sait qu'il y a moins de sport féminin à la télé. J'aurais pu aller sur les inégalités salariales, bien que dans une table ronde on ait évoqué que selon les contextes sportifs ça ne s'opère pas toujours, mais majoritairement dans tous les sports pro c'est quelque chose de significatif. J'aurais pu aller sur le fait que les instances dirigeantes ne sont pas suffisamment féminisées, et on a un rapport en 2001 qui nous dit qu'on n'est pas encore à parité. Après, est-ce qu'obliger la parité c'est essentiel? Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire, parce qu'il y a des milieux où on n'arrive pas à trouver des hommes pour rejoindre des comités directeurs de direction d'association.
Donc finalement, la question se pose depuis différents angles. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui, et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est finalement définir ce qu'est la performance sportive en santé. Et c'est quelque chose auquel je tiens parce que faire des records, faire des performances, c'est bien, mais faire des records en prenant en compte la santé de la sportive à court, moyen et long terme, ça me semble être quelque chose d'essentiel. On voit trop de sportifs qui, certes, sont performants, certes, sont sur les podiums internationaux, mais qui sont tout cassés à 35 ans, qui sont encore plus tout cassés passé 50 ans, voire qui sont plus là à 60 ans. Selon les disciplines, quand je réfléchis à des disciplines où il va y avoir de la supplémentation, à des disciplines où il va y avoir de la prise de produits, quand je réfléchis à des disciplines qui sont très exigeantes au plan articulaire, qui sont très exigeantes au plan des contraintes mécaniques que ça provoque et qui créent du coup de l'altération de la fonctionnalité dans le temps du corps de l'individu. Donc du coup, ce qui va nous intéresser, c'est la performance de la sportive en santé. À partir de cette définition, on va prendre une ligne directrice et on va essayer de caractériser ensemble les spécificités de la sportive. Être exhaustif sera impossible en une heure de conf, mais on va essayer déjà de faire une sélection d'un certain nombre de caractérisations qu'on peut faire des spécificités de la sportive. Et ensuite, on ira vers une gestion de l'entraînement. Donc pour commencer, il faut que j'ancre mon propos et que je définisse la performance sportive, je définisse la santé pour qu'on soit d'accord. Une perf, c'est pas tant faire un podium, on est d'accord, mais c'est être à ses possibilités maximales dans une discipline à un moment donné de son développement. Donc, c'est pas nécessairement être le meilleur, mais c'est être le meilleur par rapport à soi-même, par rapport à sa disponibilité du moment. Être en santé, c'est être dans un état complet de bien-être, que ce soit au plan physique, mental ou social. C'est bien beau d'avoir un corps qui est là, mais si la tête n'est pas là, ou si on est en isolement complet social et qu'on ne peut pas avoir d'interaction sociale parce qu'on devient inadapté à l'environnement qui nous entoure, eh bien, c'est pas être en santé. Donc notre enjeu, c'est d'allier les deux. Je vous propose un premier échange. Selon vous et au regard de votre formation, normalement en ayant tous en poche, pour tous ceux qui sont à L3, un DUG-STAPS, vous devriez avoir des notions de quels sont les facteurs de la performance sportive selon vous. Qu'est-ce qui influence la perf? La motivation. La motivation, donc on va sur le champ psychologique. Quoi d'autre? L'heure de la journée. Ouais, pourquoi pas, carrément. Nutrition, hydratation. Ok, des comportements de santé. Hygiène de vie et récupération. Tout à fait, on est aussi sur des comportements de santé. Sommeil. Le sommeil aussi, comportement de santé, ça prend une part importante. Oui. Entraînement. L'entraînement, la qualité de l'entraînement elle-même et le contenu de l'entraînement. Génétique. Tout à fait. On ne pourra pas y faire grand-chose au départ sur le prérequis, mais l'inné est important. Les troubles mentaux, on revient sur le psychologique et donc caractérisation psychique de l'individu. L'entourage. L'environnement social, carrément, ça va être un facteur important. Oui. Les facteurs techniques et matériels. Carrément. Donc que ce soit la partie technique avec, je vais dire peut-être la manière de réaliser les mouvements, l'optimisation technique qu'on recherche et la partie matérielle. Est-ce qu'on a accès au matériel le plus adapté pour nous ou le plus performant pour nous? Les blessures ou la prévention qu'on peut faire. Carrément. Approche prophylactique de l'entraînement ou pas d'approche considérée à ce niveau-là, et l'expérience antérieure de blessure, la répétition éventuelle de blessure vont avoir un impact sur la capacité à performer du sujet. Si la blessure est une blessure d'usure, si la blessure est une blessure type macrotraumatisme, ça va être différent, ça va avoir un impact. Le coaching, donc tout à l'heure on a parlé d'environnement social, donc on peut parler d'influence de l'entraîneur et puis on peut affiner au plan psychologique sur les stratégies de coaching de l'entraîneur. Est-ce qu'on est sur un coaching positif, un coaching négatif, un coaching qui associe les deux? Est-ce qu'on est sur un leadership démocratique, autocratique, laisser faire? Si j'enchaîne. Le contexte social aussi.
Le contexte social, ça avait été évoqué par les collègues au niveau environnement social. Peut-être que contexte social, tu l'évoques au plan plus large. Et moi, je le verrais au plan infrastructure, fédération, club, etc. Et carrément, on peut avoir des différences hommes-femmes qui vont pouvoir avoir un impact, des différences hommes-femmes qui vont pouvoir être caractérisées à différents plans, et ça va être justement l'objet de ce que je vais faire après, peut-être au plan biologique, peut-être certains éléments au plan psychologique ou au plan communicationnel, peut-être certains éléments au plan anatomique. Donc si je synthétise un petit peu tout ce qu'on a dit, on est pour définir les facteurs de la performance sportive en santé. Il faut qu'on apporte une approche complexe. Et dans cette approche complexe, il me semble qu'on pourrait avoir un premier type de facteurs, ce seraient les caractéristiques personnelles de l'individu. Donc dans ces caractéristiques personnelles, moi j'ai essayé de regrouper les choses en plusieurs sous-catégories, mais en essayant d'être synthétique. Et mes sous-catégories vont reprendre tout un tas de choses que vous avez dit. Je vais avoir ce qu'on appelle la littératie physique. La littératie physique, c'est finalement la motivation, la confiance et la compétence physique, le savoir et la compréhension qu'une personne possède et qui lui permet de valoriser et de prendre en charge son engagement dans l'activité physique. Donc c'est finalement des déterminants motivationnels, des déterminants liés à la connaissance, liés à la compétence, liés à la stimulation associée à l'activité physique qui amène l'individu à réaliser l'activité physique. Dans ces caractéristiques personnelles, et typiquement la littératie physique, période Covid, on en parlait dans une des tables rondes, ça a été une super phase de diminution de la littératie physique chez les individus. Deuxième aspect qui va influencer la capacité à performer, ça va être la littératie en santé. Qu'est-ce que la littératie en santé? C'est finalement la motivation, les compétences des individus à accéder à comprendre et à utiliser l'information en vue de développer des comportements de santé. Est-ce que quand je vais avoir un entraînement intensif à 7h du matin, je fais le choix d'aller en soirée STAPS le jeudi soir? Le vendredi matin, je vais être comment? Je vais être ultra opérationnel ou je vais être moins opérationnel? Je caricature évidemment, mais vous m'avez évoqué tout un tas de comportements de santé, hygiène de vie, alimentation, hydratation, sommeil, récupération. Tout ça, ça va dans la littératie en santé. Donc j'ai une grosse famille qui existe. J'ai aussi les dispositions physiques, et donc vous m'avez dit les dispositions techniques tout à l'heure, mais il y a aussi le fait... en lien avec la génétique, les prédispositions d'un individu sur ses qualités physiques en termes d'endurance, de force, de vitesse, de souplesse, de coordination. On n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Je ne parle pas homme par rapport à femme, je parle individu, un par rapport à un autre. On a aussi les caractéristiques psychologiques. Et là, je renvoie aux différentes dimensions psychologiques qui sont caractérisées dans les habiletés mentales, par exemple. Une de vos collègues a évoqué la motivation tout à l'heure. Eh ben, on n'a pas tous les mêmes stratégies motivationnelles. Et en fonction des stratégies motivationnelles, on est plus ou moins enclin à performer. Ça, c'est ma première famille. Elle est déjà super riche, ça fait de quoi faire. Je pourrais en discuter pendant un moment. Mais il y a d'autres familles. La pratique de l'entraînement. Et là, on va sous le sens de la technique, on va sous le sens de la planification d'entraînement, on va sous le sens du contenu de l'entraînement. On a également le contexte de pratique sportive. Et donc là, je vais sur le staff technique qui est mis à ma disposition, le terrain sportif qui est mis à ma disposition. Si à chaque fois que je pratique, il y a des scolaires qui sont au milieu parce qu'il faut partager le terrain de pratique. Si à chaque fois que je pratique, on est 25 pratiquants dans un dojo qui pourrait contenir que 15 pratiquants, ce n'est pas les meilleures conditions de pratique, mais en fonction, on est plus ou moins enclin à performer. Dans mon contexte de pratique, il y a un niveau très hétérogène, il y a un niveau très homogène. Je ne suis pas dans le même contexte de pratique. Les caractéristiques de la stage sportive vont évidemment avoir un impact. L'environnement social, vous l'avez dit, donc je ne vais pas revenir dessus. Le mode de vie, au-delà d'être sur l'hygiène de vie, il y a aussi le côté, est-ce que je suis en milieu urbain ou est-ce que je suis en milieu rural?
Est-ce que pour pratiquer mon sport, ça nécessite 45 minutes de voiture? Est-ce que pour pratiquer mon sport, ça nécessite de se coucher très tard parce que les entraînements sont très tard? Donc le mode de vie global de l'individu va avoir un impact sur sa capacité à performer. Sur la suite, on peut aussi avoir les infrastructures, et c'est ce qu'évoquait notre collègue tout à l'heure, avec finalement l'environnement de pratique au plan infrastructure, avec le club, les fédérations, la structuration au plan ministériel. Est-ce que c'est un sport qui est très mis en lumière? Est-ce que c'est un sport qui est soutenu financièrement? Est-ce que c'est un sport qui est connu du public? Est-ce que c'est un sport sur lequel il y a des compétitions? Est-ce que les compétitions, elles se font à un pâté de maison, ou est-ce que les compétitions, je vais vous prendre l'exemple du patinage artistique, mes parents, ils ont été super sympas, j'avais 6 ans et demi, je fais ma première compétition de patinage artistique, on part de Nice, on va à Roanne, 6h30 de voiture, et là je fais 6 minutes d'échauffement, programme 1 minute 30, on rentre à la maison. En mode, est-ce qu'il y a des compétitions pour des petits niveaux qui sont accessibles un peu dans notre environnement? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez beaucoup de parents qui vont faire cet investissement-là de temps, d'argent, pourquoi? Oui, pour le bien-être, pour la construction de leur enfant, c'est sûr, mais des fois, ça ne peut pas passer avant la disponibilité, avant la capacité financière. Donc finalement, les infrastructures, c'est important, et la structuration, c'est important. La réglementation de la discipline aussi vont avoir un impact sur la capacité à performer parce que fonction des sports, les modalités de sélection, de compétition, d'organisation vont avoir un impact. Donc finalement, tout ce que vous m'avez évoqué, vous voyez, on le retrouve dans ce schéma, mais c'est quand même largement enrichi. Et donc c'est ce qui fait que la perte, c'est compliqué pour l'obtenir parce que c'est multifactoriel. Et donc l'enjeu, c'est pas de se questionner que sur un point, l'enjeu c'est de se questionner sur tous les points. Et ça, pour le coup, c'est la super richesse de la formation STAPS. Parce que je bosse en STAPS, mais je suis une fervente défenseuse des formations STAPS et normalement de l'éclairage que vous obtenez grâce aux formations STAPS. Certes, on émiette dans beaucoup de choses, parce qu'on émiette dans tout ça. Mais par contre, on vous donne des premières billes. Et donc, normalement, si vous êtes curieux, vous allez continuer de chercher dans tout ça et vous pouvez éclairer la perf par tous ces angles d'approche. Et ça, c'est la richesse que vous pouvez avoir, que vous pouvez moins avoir avec le plan fédéral qui est plus orienté, plus circonscrit, spécifique à la discipline. Vous, vous avez cette ouverture et ça, c'est intéressant. Cette perf, elle me semble intéressante et l'approche, elle me semble être similaire pour tous les individus pendant l'enfance en fonction de leur particularité. Par contre, entre hommes et femmes, elle se différencie particulièrement au moment où on va avoir les changements hormonaux. Les changements hormonaux, ils s'opèrent à quelle période? Puberté. D'accord? Est-ce que la puberté s'opère exactement à la même période chez les garçons et chez les filles? Non. C'est qui en premier? Les filles. Généralement, toute proportion gardée, parce qu'il va y avoir des filles qui vont avoir une puberté plus tardive. Mais à partir du moment où il y a la puberté, on a des changements hormonaux qui impactent des changements physiques, des changements psychologiques, des changements comportementaux qui vont impacter du coup différentes choses. Non seulement ça ne s'opère pas à la même temporalité, donc ça veut dire qu'à partir du moment où la fille attaque la puberté, l'amorçage hormonal va impliquer des conséquences. Des conséquences de quel type? Modification morphologique, qui peut-être dans certains sports vont être défavorables à la performance. Un rapport poids-puissance qui évolue, pas toujours favorablement à la performance. Et une laxité ligamentaire qui va être différente des garçons ou des filles, qui va être favorable à la performance selon l'exigence de la performance ou moins favorable à la performance selon l'exigence de la performance. Donc en fait, ça va être la période clé de diversification. Et ça va être la période clé du casse-tête pour l'entraîneur. Parce que ça va être le moment où, en amont, on avait les idées de se dire il y a tout un tas de facteurs qui influencent la perf. L'individu, il est donc singulier. Mais à ce moment-là, se rajoute l'élément que je sais qu'il va y avoir des spécificités chez l'aspect féminin. Et donc, du coup, nous, c'est ça qu'on va investir maintenant. Et nous, on va l'investir au travers de deux aspects. Au travers, un, le pôle des caractéristiques personnelles,
et de l'environnement social. Évidemment, je ne vais pas traiter tout le reste qui restait en grisé sur le schéma, parce que sinon il nous fallait 3 jours. Quelles sont selon vous les spécificités de la sportive? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous imaginez? Il y en a à qui j'ai donné des billes en table ronde, parce que j'ai spoilé certains trucs que j'allais dire dans la conf, mais j'étais obligée, je ne pouvais pas me taire. Pas de spécificité, on est tous pareils. Mais les spécificités entre la femme qui fait pas de sport et la sportive, ou les hommes et les sportifs? Hommes et sportifs. Hommes sportifs, femmes sportives. Hommes, femmes, tout court. Si je ne me trompe pas, les femmes, elles sont plus endurantes que les hommes. Potentiellement. C'est pas toujours vérifié selon les études. T'as des papiers qui ont dit ça il y a un moment, et il y a des remises en question. Mais ok, tu peux avoir des différences sur les qualités physiques, mais c'est pas nécessairement hormonal, lié aux hormones. La composition corporelle, carrément. Quoi d'autre? C'est la seule spécificité, c'est qu'elle soit plus endurante et qu'elles aient une composition corporelle différente. Des différences hormonales et de morphologie de la répartition du poids. Ok, donc sur la répartition du poids, elle n'est pas faite de la même façon et ça rejoint un peu la composition corporelle. Et les différences hormonales qui amènent quoi? Sur la psychologie, il y a des preuves qui montrent qu'elles ont une psychologie très différente, les nanas. Je suis provocatrice exprès, hein, parce que je veux vous faire parler. Hein. Peut-être pas de preuve, mais par contre, il y a une chance qu'elle soit plus endurante et plus résiliente. Il faut qu'elle subisse tous les mois, par exemple, la période menstruelle. D'accord. On n'a pas de preuve de la littérature scientifique qui montre que la résilience est plus élevée chez les femmes que chez les hommes, mais le concept de résilience est un concept à la mode, un concept montant dans la littérature scientifique, donc ça va venir, sûrement, évidemment qu'on va montrer ça, non, je suis une femme, mais on verra bien. Mais en attendant, au plan psychologique, on va voir qu'elles sont caractérisées par certains profils. Il y a certaines études qui ont montré, comme ça, par un angle d'approche, que sur une habileté mentale, elles sont plus comme ci ou elles sont plus comme ça. Oui, on a des petites choses, par contre, on n'a pas un profil tout tracé de la femme, elle est comme ça, et l'homme, il est comme ça. C'est chaque individu, il est d'une certaine façon. On mixe, on met les curseurs à un certain niveau pour chaque individu. Donc, dans les spécificités, moi, je vous propose d'en aborder 7. 1. Le cycle menstruel. 2. Leur stratégie alimentaire et les attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. 3. Les troubles du métabolisme osseux. 4. Par voie de conséquence, la triade de la femme athlète. 5. Le développement des qualités physiques. 6. La statique pelvienne. 7. Les relations entraîneur-athlète. C'est évident, ça ne sera pas exhaustif. C'est le choix que j'ai fait qui nous permettra de rebondir sur les stratégies d'entraînement. Concernant le cycle menstruel, bon, évidemment, on va redéfinir le principe que la femme fonctionne par cycle. Ce fonctionnement en cycle, il s'opère avec 3 grandes phases. Une phase qu'on a coloriée un peu en jaune, qui est centrale, du jour 6 au jour 18, qui est la période idéale pour planifier des phases d'entraînement qui peuvent être intenses. C'est la période post-menstruation, on est dans la période folliculaire, on est dans la période d'ovulation, pendant laquelle on a les pics FSH et œstradiol, et pendant laquelle la sportive est particulièrement prédisposée à pouvoir s'entraîner, à pouvoir endurer de l'entraînement. Ça, ok, facile. Par contre, après, ce qui se passe, c'est que dans la phase lutéale, on va pouvoir avoir une période prémenstruelle pendant laquelle certaines femmes, une proportion de femmes importante, et pas nécessairement tous les mois, et pour certaines tous les mois, vont subir des syndromes prémenstruels. Les syndromes prémenstruels, ça va être, du fait d'une rétention hydrosaline excessive, et une prise de poids. Jusque combien de kilos peut prendre une femme en pré-règle? 4 kilos. C'est énorme. Quand vous êtes en tenue de pratique, en petit juste au corps qui pardonne rien, les fesses à moitié à l'air, 4 kilos, c'est fatal. Sauf que votre coach vous dit « Oh, t'as un peu mangé là dernièrement, il faudrait un petit peu faire attention. »
Sauf que toi, c'est pas de ta faute. C'est juste que tu as une rétention hydrosaline importante. C'est juste, comme je disais en table ronde, qu'à la période où tu as de la rétention hydrosaline, tu as eu une alimentation en plus trop salée, donc ça a provoqué un gonflement, une rétention d'eau dingue. Et donc, du coup, ça a été fatal ce mois-là. Mais ce n'est pas que tu t'es empiffré des chips et des M&M's. C'est juste que ce mois-là, il y a eu une rétention hydrosaline plus importante du fait de la manière dont s'est déroulé le cycle hormonal. Donc tu as des excuses, certes, mais sauf que ton entraîneur, il peut comprendre s'il est au courant. S'il n'est pas formé, il n'en sait rien. Dans ces syndromes prémenstruels, tu peux avoir des perturbations neuropsychiques, tu peux avoir des tensions douloureuses. C'est une problématique, et on en a parlé à plusieurs reprises, que les perceptions de douleur, on n'est pas tous égaux sur la tolérance à la douleur, mais c'est quelque chose qu'on peut apprendre à gérer en tant qu'entraîneur. Si on instrumentalise la construction des perceptions de nos sportives, si on apprécie avec un RPE l'effort qu'elles mettent dans l'entraînement, si on apprécie avec une échelle de Borg la fatigue qu'elles perçoivent à l'entraînement, si on apprécie avec justement une échelle de douleur la douleur qu'elles peuvent ressentir suite à un entraînement lactique, et ben pourquoi pas pour avoir des infos sur les syndromes prémenstruels et pas se dire elle me fait du cinéma, c'est juste qu'elle ne veut pas faire la séance. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est avéré, et on va avoir jusqu'à 61% d'une cohorte de femmes qui sont examinées dans l'étude de Jimenova et collaborateurs en 2022 qui présentent des syndromes prémenstruels. Donc c'est quand même quelque chose qui est énorme. Enfin, on a la phase de menstruation qui, s'il n'y a plus de douleur, normalement les syndromes prémenstruels sont passés. S'il y a douleur, ça peut déranger la personne, mais la problématique qui peut être rencontrée, c'est la perte en fer qui impose une anémie, qui impose de la fatigue, mais normalement on est sur une phase qui n'est pas nécessairement problématique chez toutes. Après, évidemment, ce fonctionnement cyclique, il est altéré par tous les modes contraceptifs, automatiquement. Donc ça signifie que si je suis un entraîneur femme, que moi j'ai une contraception particulière, je ne peux pas appliquer mon modèle à toutes les nanas que je vais entraîner. Si je suis un entraîneur homme, je ne suis pas nécessairement concernée par ça, mais si je ne me documente pas, comment je peux prendre en charge précisément ma sportive? C'est pas rentrer dans sa vie privée que de savoir quel est le fonctionnement du cycle. Un cycle, c'est assez répétitif, donc à partir du moment où tu as eu l'info une fois, 2 fois, 3 fois pour faire ta planif d'entraînement, c'est bon, tu as la logique, tu as le cycle. Et si à un moment il y a un problème dans le cycle, qu'il y a une spanioménorrhée ou qu'il y a une aménorrhée, il faut que tu aies l'info. Parce que derrière, ça peut être catastrophique pour la santé de ta sportive. Donc si tu ne le sais pas, c'est très problématique. Par rapport à une problématique de troubles menstruels et donc de perturbation du cycle menstruel, c'est quelque chose qui est ultra prévalent. On se rend compte que dans le contexte sportif, si on considère tout sport confondu, on a une prévalence de troubles du cycle menstruel autour de 10%. Si on va dans des sports où on recherche de l'aménorrhée, on est autour de 40% d'aménorrhée. L'aménorrhée, c'est la disparition des règles. L'aménorrhée, c'est problématique pour la fertilité plus tard. C'est problématique parce que ça va engendrer d'autres pathologies, notamment quand on va voir la triade de la femme athlète tout à l'heure. Les troubles du cycle menstruel, ils sont particulièrement prévalents si on s'appuie sur la littérature dans les sports esthétiques. Normal, on cherche la minceur. Dans les sports d'endurance, normal, on cherche la minceur. Dans les sports à catégorie de poids, normal, souvent on cherche la minceur. Dans les sports collectifs, a priori, il n'y avait pas nécessairement de recherche de minceur, mais en tout cas, le constat est là, c'est prévalent aussi. Donc c'est important de le savoir, et il me semble que c'est une spécificité féminine. Si je m'appuie sur les travaux de Carole Maître, c'est la gynécologue de l'INSEP, elle a fait un examen sur les 363 sportifs de l'INSEP. Donc les personnes qui sont à l'INSEP sont des sportifs normalement de très bon niveau, voire de haut niveau. On en a 83% de ces 363 sportifs qui subissent des syndromes prémenstruels. On en a 27% qui ressentent une gêne pendant leur performance, surtout liée à la fatigue prémenstruelle. 17% qui manquent l'entraînement du fait de syndrome prémenstruel. 72% qui, en athlétisme, notent une dysménorrhée, c'est-à-dire les douleurs qui précèdent ou accompagnent les règles. 15% considèrent qu'elles sont fortes. Donc ça veut dire qu'on leur a appris à ponctuer la douleur, à caractériser la douleur. Mais vous vous rendez compte que c'est énorme en termes de pourcentage. 6% sont en aménorrhée
Et donc moi je me dis que, est-ce qu'il serait quand même pas important qu'on prenne en compte le cycle menstruel quand on est un entraîneur, quand on fait partie d'un staff? Moi je crois que c'est une spécificité féminine sur laquelle il faut s'interroger. On ne sait pas toujours comment y aller parce qu'on se dit que c'est de l'intime, mais il semble urgent de trouver des solutions pour l'aborder. On ferme la page du cycle menstruel et on va aller vers les désordres alimentaires, les comportements alimentaires. Nos désordres alimentaires, là c'est un peu mon champ d'expertise au plan scientifique et c'est ce que j'ai investi depuis maintenant 2007 au travers de différents protocoles de recherche. Si on s'appuie sur les derniers travaux, entre 2009 et 2021, les étudiants qui ont répondu à l'étude du chercheur Tavolacci, ils ont montré que ça avait été multiplié par 2 le nombre d'étudiants qui développaient des troubles du comportement alimentaire. Donc si ça s'applique au contexte sportif, on présuppose que comme la prévalence en contexte sportif des désordres alimentaires est plus importante que dans le contexte des étudiants ou dans le contexte de vie quotidienne, ça veut dire que c'est un problème de société à prendre en charge. Et pourquoi moi j'en parle? Parce qu'on est en train de caractériser les spécificités des sportifs et quand je vais dans les disciplines où on cherche la minceur, on se rend compte qu'on a une prévalence chez les hommes de 0 à 19%, mais chez les femmes de 6 à 45%. Pas la même, ça fait presque 1 sur 2 qui est en capacité de développer des désordres alimentaires. Désordres alimentaires à visée de minceur. Parce que si je considère la dysmorphie musculaire, c'est quand je cherche à être monsieur muscle, et bien là on est plus dans une prévalence au masculin, puisque 90% des sportifs qui développent de la dysmorphie musculaire, ce sont des hommes. Donc nous, on va être dans les comportements alimentaires à visée de minceur. On a la dysmorphophobie. La dysmorphophobie, une caricature, c'est ça. La nana qui a un haricot vert et qui se voit comme un éléphant dans un miroir. C'est ultra présent dans la population générale, c'est particulièrement caractérisé chez les femmes. Dans les études scientifiques, c'est pas nécessairement montré comme plus prévalent chez les femmes. On va parler d'apparence physique perçue altérée, on va parler d'insatisfaction corporelle. Par contre, la dysmorphophobie en elle-même, elle n'est pas mesurée. Donc, je vous annonce un truc de terrain. Je fais un lien à la littérature scientifique en général, mais j'ai l'honnêteté de vous dire qu'il y a une limite, c'est-à-dire que ça n'a pas été vérifié dans le contexte sportif. Donc moi, dans les études que je vais vous présenter, je vais considérer un continuum de désordres alimentaires, comme le classifie le manuel de diagnostic des troubles mentaux dans sa version 5, et je vais parler d'attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. Je vais parler d'ACAD. Je ne vais pas parler de TCA, parce qu'on n'est pas que dans l'anorexie mentale, on n'est pas que dans la boulimie nerveuse, on est dans des attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. Donc avant d'aller sur les filles en particulier, il y a des sports qui prédisposent au développement des attitudes et comportements alimentaires dysfonctionnels. Une nouvelle fois, sport esthétique, sport d'endurance, sport à catégorie de poids, donc G3, G4, G2 en priorité. Les autres, on voit qu'il y a de la prévalence, plus que chez les non-sportifs. Mais c'est un tout petit peu moins présent que dans les sports particulièrement à risque. Cette étude, elle a été faite en Norvège par des collègues, elle a été répliquée en 2004, il s'est opéré la même chose, elle a été faite en Espagne, il s'est opéré les mêmes types de prévalence, elle a été faite au Canada, il s'est opéré les mêmes types de prévalence. Donc on peut imaginer que c'est une tendance générale en termes de prévalence selon les disciplines sportives. À présent, je vais investir plusieurs travaux qu'on a réalisés uniquement sur le public féminin. Et là, ça va être finalement des déterminants, des attitudes, des comportements alimentaires dysfonctionnels chez les sportives. Donc, on va vraiment caractériser des spécificités des sportives. On a travaillé sur le profil de personnalité des danseuses. Et on s'est rendu compte que des profils de personnalité caractérisés par l'agréabilité n'étaient pas trop par risque de développer des désordres alimentaires, à contrario du profil de personnalité de type névrosisme. La personne névrosée, c'est une personne qui va être anxieuse, qui va manquer de confiance en elle-même, qui va être irritable, qui va être impulsive. Et bien ces profils-là, on est sur des profils à risque de développer des désordres alimentaires. Donc on est sur des profils à risque pour performer en santé.
Donc ça signifie que premier warning à mettre en lien avec les désordres alimentaires, si j'ai quelqu'un qui est caractérisé par un manque de confiance en soi, de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'impulsivité, warning, je suis dans un contexte sportif à risque, attention, ça peut être facteur de risque. Deuxième étude sur laquelle je vais m'appuyer, c'est l'étude qu'on a menée sur les sportifs dans les disciplines esthétiques et leur stratégie motivationnelle. On s'est rendu compte que quand on développait des buts d'accomplissement de type maîtrise approche et performance évitement, c'était limitant par rapport à l'émergence des désordres alimentaires. On avait plus capacité à autoréguler son alimentation, mais en même temps, je suis sûre que vous avez déjà vu dans les théories de la motivation que la maîtrise approche, globalement, était favorable pour la performance, favorable pour le bien-être, et bien c'est aussi favorable pour éviter les désordres alimentaires. Le but de performance évitement, c'est pas tout à fait cohérent avec la littérature, mais dans l'explication qu'on a, c'est que finalement, on ne développe pas des stratégies de dérive alimentaire quand on évite d'être le dernier. Là, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à faire ça pour pouvoir être en réussite. Donc, on n'a pas besoin d'aller tricher, dériver, s'imposer ça pour pouvoir être performant. Concernant les facteurs motivationnels prédisposants, eh ben, celle qui veut gagner à tout prix, celle qui veut éviter de ne pas tout maîtriser et qui est sous pression et qui a un peu perfectionnisme négatif, problématique. Problématique, plus de désordre alimentaire. Donc, une nouvelle fois, je vous ai dit, la fille névrosée, la fille qui est que sur des buts d'accomplissement de performance approche ou qui est que sur des buts d'accomplissement de maîtrise évitement, attention, on met un petit gyrophare au-dessus de sa tête en disant « elle, je le surveille ». Autre point sur lequel il faut surveiller, c'est sur la capacité d'autorégulation alimentaire. Alors, pas autoréguler son alimentation du tout, c'est-à-dire manger n'importe quoi, n'importe quand, en n'importe quelle quantité, ça va pas. C'était ce qu'on se disait jusque-là. Et plus tu autorégules ton alimentation, mieux c'est. Sauf que la problématique, c'est de tomber dans l'effet inverse. Et c'est de tomber dans l'orthorexie. C'est quoi l'orthorexie? C'est l'obsession pomme verte, salade verte. Je caricature une nouvelle fois. C'est l'obsession du bien manger. C'est tout compter, tout vérifier. C'est-à-dire que tu vas manger chez des potes et tu te pointes avec ton petit Tupperware pour manger ton truc à toi dans ta quantité à toi. Pas question que tu manges ce qu'on te donne qui n'est pas exactement comme tu voulais. Donc ça, c'est être orthorexique. Et donc du coup, nous, ce qu'on a montré l'an dernier, c'est qu'il y avait une zone optimale de régulation alimentaire qui était définie sur notre échelle de mesure de l'autorégulation des attitudes alimentaires sur le score qui est en vert. C'est-à-dire que je suis sûre que vous avez vu la courbe en U inversée sur l'anxiété de Aline qui montre que être pas assez anxieux, c'est pas bon, être trop anxieux, c'est pas bon, et qu'il y avait une zone optimale de fonctionnement. Et bien nous, on a montré la même chose sur la régulation alimentaire. Pour en finir sur mes comportements alimentaires, eh bien, on a été sur l'environnement social et on a vu que dans les contextes prédisposant au désordre alimentaire, la qualité de la relation avec l'entraîneur et la qualité de la relation avec l'ami en sport pouvaient être vecteurs de développement de désordre alimentaire par le biais des perceptions de la compétence physique. C'est-à-dire que l'entraîneur, plus je m'entends avec lui, plus je me sens compétent. Et plus je me sens compétent, plus je développe des désordres alimentaires. Je rappelle que j'étais en patinage, en gym, en art artistique et en danse. Et donc, on a montré dans une autre étude que plus je développe des désordres alimentaires dans ces contextes-là, plus je me sens compétent. Et plus je me sens compétent, plus je développe des désordres alimentaires. Et le cercle vicieux, il s'arrête quand enfin il y a la blessure pour stopper le délire. D'accord? Donc l'entraîneur, s'il n'est pas formé, s'il ne fait pas attention aux normes qu'il véhicule, s'il ne fait pas attention à la manière dont la sportive perçoit ses attentes, eh bien il peut être vecteur de désordre alimentaire. A contrario, nos parents et l'acceptation sociale des pairs, c'est-à-dire la popularité dans le groupe, étaient apparentés à des facteurs protecteurs. Si je prends un peu de recul par rapport à mes désordres alimentaires et que je les considère dans un continuum un peu plus large que sont les violences dans le sport.
Il me semble que si on caractérise les violences dans le sport, on a des violences interpersonnelles et on a des violences autodirigées. Et le désordre alimentaire peut être apparenté à une violence autodirigée. Eh bien, ce sont les nouveaux travaux qu'on est en train d'investir au niveau du labo. Parce que, moi je viens dessus parce qu'il me semble que ça caractérise les sportifs, puisque dans le rapport de 2021 de Darsonville, on sait que 98% des cas qui ont été remontés au ministère des Sports, eh bien, les femmes avaient été victimes de violences dans le contexte sportif. Donc c'est énorme, et donc ça caractérise les femmes. Et moi, je me dis qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est d'être en capacité de définir ce que sont les violences. La littérature nous dit, dans d'autres pays, que oui, il y a des violences. La littérature caractérise bien les violences interpersonnelles. La littérature ne caractérise pas encore les violences autodirigées. Par contre, la littérature montre qu'il y a des liens entre différents types de violences. Et que s'il y en a une qui apparaît, il y en a souvent une autre qui émerge aussi. Donc, ça me semble être un champ à investir et ça me semble être un champ sur lequel il faut être vigilant pour prendre en charge les féminines. Si je continue sur les troubles du métabolisme osseux, je vais commencer par le plan anatomique. Le génuvalgum est une prévalence de terrain qui est particulièrement observée. Le génuvalgum, c'est les jambes en X. Pourtant, dans la littérature scientifique, autant c'était montré comme prévalent il y a 30-40 ans, autant aujourd'hui, quand on regarde les dernières études de prévalence, parce que j'ai fait un peu une petite recherche pour vous préparer la conf, on se rend compte que la prévalence, elle vient sur les sujets obèses, elle vient sur les sujets en manque de vitamine D, en manque de fluor, mais pas particulièrement sur les féminines. Pourtant, on voit plus de filles avec des jambes en X que de garçons avec des jambes en X. Quel est l'enjeu de la problématique du génuvalgum? C'est des problématiques au niveau articulaire. Une structure osseuse et ligamentaire qui va être mise en jeu parce qu'on a des surfaces qui sont non concordantes. Si je vois ma structure anatomique normale, je vois bien que j'ai un alignement au niveau de l'articulation fémorotibiale qui est plus adapté, plus encline à supporter des forces que l'articulation en génuvalgum. Si je continue au plan anatomique, on retrouve fréquemment une hyperlordose chez les sujets féminins, et l'hyperlordose, elle est vecteur de risque d'incontinence urinaire. On va revenir sur l'incontinence urinaire tout à l'heure, mais pour expliquer un peu ce qui se passe, c'est que si j'ai une hyperlordose, c'est-à-dire que j'ai un dos qui va être cambré, qui va être creusé, ça signifie que j'ai la fin de ma colonne vertébrale qui va réaliser un angle d'incidence, là qui est tracé en rouge sur le schéma, qui va être d'autant plus grand. Et plus cet angle est grand, plus le périnée va être mis en tension, plus le périnée va être étiré, sachant que ce périnée cadeau n'est pas nécessairement entraîné par les entraîneurs sportifs, parce que ça ne les regarde pas ce qui se passe au niveau du périnée. Et donc, résultat, plus il y a d'incontinence urinaire. Par contre, ce que je dis, c'est que l'hyperlordose peut poser problème par rapport à l'incontinence urinaire, mais je n'ai pas dit de l'autre côté qu'il fallait faire des colonnes vertébrales de vos sportifs tout droit. Parce que la colonne vertébrale qui va être justement courbée, ça permet de résister aux efforts de compression axiale qui sont particulièrement importants. Mais si tout à l'heure on va revenir sur l'incontinence urinaire, et il me semble que c'est un point important à prendre en compte. Si je reviens sur mon métabolisme osseux, on sait qu'une des problématiques que vont pouvoir rencontrer nos sportifs, c'est une diminution de la densité minérale osseuse. Avec le temps, chez la femme, et on vous fait suffisamment de pub à la télé pour vous dire qu'il faut manger du câlin plus quand on est une femme ménopausée. Donc, du coup, on sait que la densité minérale osseuse va diminuer. Ce qui va provoquer quoi? De l'ostéopénie et de l'ostéoporose. Moi, je suis en train de finaliser une étude avec 17 sportifs de haut niveau en discipline d'endurance. C'est des filles qui font des championnats internationaux, voire mondiaux. Et sur ces 17 filles, j'en ai 17 qui ont déjà eu des fractures de fatigue. 17 qui ont déjà donc eu des ostéopénies. Ces fractures de fatigue, elles s'opèrent sur toutes les zones rouges qui sont classiquement sur ce schéma où vous voyez le squelette. Cette ostéopénie, elle peut amener à quoi? De l'ostéoporose prématurée. Il semble que ce soit problématique pour la santé de la sportive. Là, je vous cite le cas de 17 filles qu'on a suivies en études. Elles sont performantes. J'ai des championnes du monde dans le groupe. Pour le moment, elles sont extraordinaires. Demain, comment elles seront? J'en sais rien. Ça va être intéressant de le suivre.
Mais aujourd'hui, elles ont déjà eu des problématiques de ce type-là. Et pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, il y a un lien entre tout ce que je viens de dire, c'est la triade de la femme athlète. Quand une sportive, elle développe des troubles du comportement alimentaire, potentiellement elle est amenée à développer des troubles du cycle menstruel et potentiellement elle est amenée à développer des troubles de la minéralisation osseuse. Et donc du coup, si je regarde le spectre de la triade de la femme athlète, en vert, on voit quand tout fonctionne bien, donc on est euménorrhée, on a une disponibilité énergétique optimale et on a un capital osseux optimal. Quand ça commence à aller moins bien, on a des troubles des règles qui sont dits subcliniques, on va avoir une réduction de l'apport énergétique, ce qui va commencer à amorcer la diminution de la densité minérale osseuse. Et quand on arrive dans le rouge, et ben on est potentiellement dans l'aménorrhée, donc pas top au niveau cycle menstruel, on est dans un faible apport énergétique avec des troubles alimentaires, ou sans troubles alimentaires avérés au plan clinique, mais en tout cas avec un manque d'apport énergétique, et on est carrément à l'ostéoporose. Donc ça veut dire que l'os se détruit plus que ce qu'il ne se casse, que ce qu'il ne se construit pas. Donc le mécanisme, c'est j'ai un contexte à risque, je perçois que j'ai besoin d'avoir un corps caractérisé par de la minceur, eh bien je développe des stratégies alimentaires maladaptatives qui m'emmènent vers les troubles du comportement alimentaire, qui engendrent des troubles du cycle menstruel, qui engendrent un éloignement des cycles, voire une disparition des cycles, puis un effet sur les os, puis un effet sur une fracture de fatigue ou une fracture de stress, puis un effet sur l'ostéoporose. Le chemin, il se suit. Et donc, cette triade de la femme athlète, elle a été particulièrement investie pendant les 15 dernières années. Et là, tout récemment, dans les 5-6 dernières années, on n'étudie plus toute la triade, mais on regarde les REDS. Je suis sûre que vous avez déjà vu ça sur les réseaux sociaux. Et c'est le déficit énergétique relatif en sport. Et on se rend compte que ces REDS, depuis qu'elles sont étudiées, elles ont tout un tas de conséquences. Tout un tas de conséquences, notamment au niveau des troubles psychiques, au niveau de la concentration, au niveau de la baisse d'énergie, au niveau de la capacité de force, au niveau de la possibilité de blessure, au niveau de la structuration de l'os, au niveau des conséquences sur le cycle menstruel, au niveau du développement de la croissance, au niveau de la perturbation cardiovasculaire. Donc finalement, ça a beaucoup de conséquences et les REDS, elles sont 4 fois plus présentes chez les filles que chez les garçons. Donc une nouvelle fois, je crois qu'on peut dire que c'est une spécificité féminine qu'il faut qu'on prenne en compte. J'avance, il nous en reste plus que 3. Sur les qualités physiques, je voulais juste illustrer le propos sans appui scientifique, mais par rapport à une analyse qu'on a fait en patinage artistique. On a pris les 5 qualités physiques classiques et on a observé la nécessité de travailler ces qualités physiques chez nos patineurs, garçons et filles. À moins de 10 ans, on s'est dit qu'il fallait la même intensité, le même volume de travail sur les 5 qualités physiques. Entre 10 et 12 ans, on était toujours sur le même profil. Au moment de la puberté, en lien avec les évolutions hormonales, on a décidé de travailler plus la force chez les filles que chez les garçons, puisque les évolutions hormonales allaient dans un sens plus favorable pour le développement chez la fille au niveau du fait de la sécrétion de testostérone. On a décidé de moins travailler la souplesse chez la fille, puisque c'était naturel au niveau de la laxité ligamentaire associée à la sécrétion hormonale. Et du fait de la croissance importante et très rapide qui peut s'opérer chez le garçon, on a décidé de mettre l'accent sur le travail de coordination par rapport aux filles, puisqu'il y a une grosse perte de repères, perte de schéma corporel, et donc ça semblait particulièrement important d'investir ça. Et donc là, par rapport à différentes justifications biologiques, physiologiques, on a adapté le contenu de l'entraînement physique. Et on a réitéré le même principe une fois à l'âge adulte en se polarisant plus sur le métabolisme aérobie, parce que nous, en patinage de l'observation de terrain, on se rendait compte que les filles n'arrivaient pas à tenir la charge d'entraînement par rapport aux garçons, et donc on a plus polarisé le métabolisme aérobie dans un terme de capacité à accepter la charge d'entraînement
pas pour tenir un effort long, parce que l'effort en patinage, il n'est pas long, on n'est pas dans une discipline d'endurance. Et on a continué d'accentuer sur la souplesse chez les garçons. Donc finalement, on se rend compte que par l'analyse sportive, on peut faire des différences garçons-filles en fonction d'ancrage théorique. Si je reviens sur ma statique pelvienne et sur mes troubles de l'incontinence urinaire, eh bien, il existe une incontinence urinaire à l'effort. Quand on va avoir des chocs, quand on va avoir une vitesse de déplacement, on va avoir potentiellement un plancher pelvien qui ne va pas utiliser ses muscles de manière optimale. Et à ce moment-là, paf, petite fuite. Est-ce que vous avez une idée par combien est multiplié le poids, la pression abdominale lorsque l'on fait un saut en longueur sur le plancher pelvien? Par 1, par 2, par 3, par 25, par 12? Est-ce que vous avez une idée par combien c'est multiplié la pression qu'il y a au niveau abdominal entre la pression que j'ai maintenant et la pression que je vais recevoir si je suis en train de faire un saut en longueur? Vous avez une idée par combien on multiplie? 30? Ben non, c'est pas autant. Quand on court, ça multiplie par 4. Quand on lance un javelot, ça multiplie par 9. Quand on effectue un saut en longueur, avec le choc de l'arrivée, ça multiplie par 16. C'est déjà pas mal. Ça signifie qu'un plancher pelvien pas renforcé, ça va être problématique. Est-ce que vous pensez que les fuites urinaires, c'est fréquent ou pas? Oui. Est-ce que vous mettez souvent en place des renforcements des muscles du plancher pelvien? Absolument pas. Pourtant, on ne vous dit pas de faire de la rééducation post-accouchement, hein, on ne vous dit pas de leur mettre une sonde et de leur faire contracter à vos sportifs. On dit juste de faire un travail de renforcement abdominal qui considère aussi le plancher pelvien. On vous dit juste d'éviter les crunchs qui vont bien pousser tous les viscères vers le bas pour bien appuyer sur le plancher pelvien pour bien en rajouter une couche. Et donc en fait, ça signifie que vous savez que c'est prévalent, les incontinences urinaires, mais vous ne savez pas comment faire. Et bien je pense qu'il faut chercher des outils du côté du renforcement du plancher pelvien chez le sportif. Je pense à Bernadette Le Gasquet. Elle a publié 3 ou 4 bouquins où vous avez des exemples d'exercices qui peuvent vous aider. Mais c'est indispensable d'aller là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde la prévalence qui peut être opérée, on a plein de disciplines où ça apparaît. Et en gymnastique, par exemple, on a plus de 50% de prévalence dans l'étude là qui a été menée par Thyssen et collaborateurs. Quand on est en danse, 40%. En aérobic, on avoisine les 40%. On a du bad, on a du volley, on a de l'athlétisme, on a du hand, on a du basket. Donc ça signifie que c'est quand même dans beaucoup de sports que ça apparaît très régulièrement. 2 sources d'explication. Un plancher pelvien qui n'est pas assez renforcé, une sangle abdominale qui est trop renforcée, qui met pression et qui en rajoute encore une couche, et un angle d'incidence pelvienne qui est trop ouvert. Sur l'angle d'incidence pelvienne, certes, on va pouvoir travailler un petit peu, mais c'est tout relatif. Par contre, sur le renforcement du plancher pelvien, on peut vraiment agir. Et il ne s'agit pas d'être sage-femme pour faire le job. Il s'agit d'être prep physique, il s'agit d'être STAPS, quoi. Donc, vraiment, vous avez des outils. Mon dernier point que je vais aborder, c'est sur la relation entraîneur-athlète. Que nous dit le terrain? Je me suis appuyée sur la citation d'un entraîneur de foot, Steve Griveau, c'est pas spécialement quelqu'un de connu, mais juste ce qu'il a dit, c'est pas plus difficile d'entraîner des filles, mais c'est différent. Les relations humaines, la communication individuelle, elles sont plus importantes. Et donc finalement, moi j'ai regardé ce que disait la littérature, et la littérature, elle nous dit quoi? Globalement, les filles ont un niveau d'anxiété qui est plus élevé. Elles ont un moins d'intérêt pour la compétition, elles ont une priorité pour l'aspect relationnel, le fait de plaire à l'entourage plus ou moins proche. Elles ont un aspect relationnel avec l'entraîneur plus important, plus que de rechercher la compétence de l'entraîneur. L'intérêt, c'est le feeling avec l'entraîneur. Et une estime de soi qui, globalement, là, dans une étude que j'ai prise pour appui, serait moins élevée que les garçons. Donc finalement, la littérature nous dit, pas avec des approches complexes, mais avec des approches en silo sur une de variables où on compare garçon-fille,
Voilà un peu les caractéristiques de la fille. Maintenant, c'est pas un portrait où on se dit voilà, la nana elle est comme ça. Et à chaque fois que j'ai une nana en face, elle est toujours comme ça. C'est plusieurs études qui nous disent différentes choses, qui semblent dresser un portrait de la féminine. Si j'avais voulu continuer sur les spécificités de la sportive, j'aurais pu aller sur la grossesse, sur la contraception, sur la ménopause, mais à un moment donné, si Pierrick va me dire « Steph, arrête de parler ». Donc, on va aller sur des solutions. Et sur les solutions, l'enjeu, c'est de savoir comment on gère l'entraînement au féminin. Est-ce que selon vous, il y a un modèle féminin d'entraînement et un modèle masculin d'entraînement? Qui vote oui pour un modèle féminin et un modèle masculin? Qui vote non? Je pense que j'ai déjà fait une partie de mon job parce qu'il y en a plus qui ont voté non que qui ont voté oui. Donc moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est est-ce qu'on entraîne un jeune adolescent comme un adulte en pleine maturité physique et sportive? Non. Est-ce qu'on entraîne un débutant comme un expert? Non. Donc, moi je me dis, on n'entraîne pas les femmes comme les hommes. Mais par contre, dans mes entraînements, à chaque fois que j'y vais, je ne fais pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes. C'est qu'en termes de contenu, en fonction de comment est l'individu, je vais adapter le contenu. Mais je les entraîne pareil. Je mets le même engagement. Je ne mets peut-être pas l'énergie exactement de la même façon en fonction de si la personne elle est endormie ou si la personne elle est motivée, si la personne elle a le couteau entre les dents. J'agis pas pareil. Mais finalement, c'est pas le fait que ce soit un garçon ou une fille qui me fait changer. Donc pour moi, il n'y a pas un modèle masculin, il y a des modèles d'entraînement. Et donc par rapport à ces modèles d'entraînement, le but, c'est d'adapter la préparation sportive en fonction des états de corps de l'individu, des différences biologiques, des différences psychiques, et donc d'éviter de projeter ce que moi je vois dans l'individu, mais d'essayer de voir ce qu'il est au plus près, selon une approche critériée. Et donc pour ça, on va essayer d'aller vers une gestion de l'entraînement au plan psychologique. Je pourrais prendre le truc bateau qui dit, voilà, le garçon il est comme ça, la fille elle est comme ça, donc du coup vous agissez au plan communicationnel avec ce tableau-là. Non, moi je ne vais pas faire ça. Moi je vous dis, vous prenez la table de mixage et vous allez faire de la communication selon le process impliqué dans la relation entraîneur-athlète. Et là, vous allez définir dans la relation entraîneur-athlète, avec ce sportif, avec cette sportive, à quel point vous êtes empathique, à quel point elle a besoin d'empathie. Avec ce sportif, avec cette sportive, à quel point vous avez de l'incongruence, c'est-à-dire à quel point vous avez la discordance entre l'expérience, vous, le sportif ou la sportive. À quel point vous êtes congruent avec lui. À quel point vous êtes autoritaire vis-à-vis de ce sportif. À quel point il y a besoin de le guider, de l'orienter, pas lui laisser le choix. À quel point vous avez un feeling pour être sympa avec lui, pour avoir de la complicité, pour avoir du partage. À quel point il se développe un malaise relationnel dans votre relation. Et enfin, à quel point il y a de l'indifférence dans cette relation. Eh bien, je pense que pour travailler au plan psychologique, il faut ajuster votre table de mixage dans la relation communicationnelle par rapport à tous ces indicateurs. Et là, pour le coup, l'enjeu, c'est pas de savoir est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, c'est finalement de quel individu s'agit-il. Dans quelle phase de vie est-il? Dans quelle phase de vie est-elle? Dans quel état psychologique est-il ou est-elle? À quel point est-il performant? À quel point se perçoit-il compétent? C'est fonction de tout ça que vous allez adapter ça. A-t-il besoin d'un bon coup de pied aux fesses pour avancer? A-t-il besoin d'être rassuré? C'est un individu qu'il faut prendre en compte dans son entièreté. Pour travailler au plan psychologique, je vous ai fait une démonstration où je vous disais qu'il fallait travailler sur les stratégies motivationnelles, qu'il fallait travailler sur le climat, les buts d'accomplissement, les affects, les perceptions de soi, l'estime de soi. Et bien moi, je vous offre une boîte à outils. Je vous dis, allez sur le site de la Société française de psychologie du sport, cliquez sur les outils à votre disposition, il y a des fiches outils et il y a tout un tas de documents qui vous aident à bosser sur tout ça. C'est gratuit, c'est accessible, c'est documenté, c'est référencé, c'est créé par des experts en psycho du sport.
Donc c'est sur le site de la Société française de psychologie du sport. Au plan psychologique, il me paraît indispensable aussi de travailler sur les comportements de santé protecteurs. Quand on a envisagé les déterminants de la performance, vous m'avez donné beaucoup d'infos sur les comportements de santé. Et bien effectivement, travailler sur la régulation alimentaire, l'hydratation, le sommeil, les stratégies de récupération, ça me semble indispensable. On a évoqué un fort risque de triade de femmes athlètes chez les sportives. On a vu que c'était particulièrement prévalent. Eh bien, il existe des outils pour dépister l'émergence de la triade. Donc, c'est-à-dire que si on suit des sportives au long cours, parce que là, pour le coup, c'est que les filles, de temps en temps, questionner sur certains des indicateurs de cet outil qui a été établi par Drinkwater en 2000, eh bien, c'est intéressant. Au plan biologique, on a vu qu'on avait une logique de planification d'entraînement. Certes, elle tient compte des caractéristiques morphologiques, des qualités physiques, mentales, techniques, etc. Mais pourquoi ne tiendrait-elle pas compte des cycles menstruels de notre sportive? Enfin, on a vu au plan physique qu'il y avait de forts risques au niveau de l'incontinence urinaire chez le public féminin. Eh bien, pourquoi ne pas travailler sur l'équilibre entre la sangle abdominale et la sangle périnéale? Pourquoi ne pas travailler à la réduction de l'hyperlordose par tout un travail de renforcement musculaire et de gainage dynamique? Il me semble que ce sont des choses tout à fait accessibles si on est dans une approche prophylactique de l'entraînement. Pour conclure, votre enjeu, c'est d'entraîner. Pour entraîner, il me semble qu'il faut s'approprier ses qualités féminines et masculines sans poids de normes, sans normes injonctives, sans normes prescriptives. L'enjeu, c'est de désexuer ces qualités qui, finalement, bien loin d'être masculines ou féminines, sont liées à l'être humain. Elles sont liées à chaque individu, et particulières à chaque individu. L'enjeu est donc d'aborder une approche genrée de l'entraînement, mais c'est-à-dire pas genrée pour dire féminin, masculin, mais genrée pour considérer l'altérité, la différence, et la renforcer dans ce qu'elle a de singulier. Finalement, prendre en compte cet individu dans toutes ses dimensions, dans toutes ses caractéristiques qui l'amènent à pouvoir plus ou moins facilement performer, et en fonction, composer et construire avec. Et donc, un des enjeux pour entraîner des sportifs, il me semble, c'est de les appréhender de manière individuelle et de manière singulière. Je vous remercie pour votre attention. Honnêtement, on a eu un match de Ligue des Champions avec des spectateurs comme en 3e division de district. C'est-à-dire que vous êtes très peu nombreux. On pourrait s'agacer, mais finalement, quand je vous ai vu prendre des notes, je me suis dit qu'au moins vous avez tiré profit de cette intervention de très très haut niveau. Vous l'évaluez à l'aune de vos regards d'étudiants, mais nous, enseignants, chercheurs, on a Fabrice Verkusen qui est enseignant-chercheur qui est là et on se dit vraiment waouh, quelle intervention. Et je suis ravi que vous ayez pris des notes. Stéphanie, si tu as encore de l'énergie, répondre aux questions qui sont probablement venues. Et si vous le permettez, on peut encore applaudir, je pense. Et voilà, on a des questions. Attends, on va faire comme dans les vraies conférences, parce que c'est une vraie conférence, comme dans les colloques. Présente-toi. Non, présente-toi. Bonjour, alors je m'appelle Cyril Deperdu, je suis en groupe 38 en ES et je voulais savoir si, par les fiches de psychologie que vous avez présentées, si elles étaient toutes disciplines confondues, si on avait pour les sports collectifs, etc. Oui, tu vas retrouver un petit peu de tout. Il y a beaucoup d'éléments qui sont transversaux, multidisciplinaires. Après, je sais qu'il y a une partie qui a été tout développée en rugby notamment. Donc tu vas trouver du sport co, mais après tu as des outils qui sont applicables en multidisciplinaire. Donc vraiment, n'hésite pas à aller chercher. Et puis tous ceux qui sont un peu branchés psychologie, il me semble que l'adhésion à la Société française de psychologie, ça doit être un truc comme 20-25 € pour les étudiants. Et derrière, si tu rentres dans ça, tu as accès à des webinaires, des workshops qui sont dispo en ligne de manière super régulière. Et il y a un moyen de se former, et même après quand on est professionnel de terrain, c'est hyper intéressant pour avoir des outils validés.
Et même pour aussi aller chercher comme dans son staff, on a besoin d'avoir un préparateur mental parce que quand on sort d'une L3ES, on n'est pas nécessairement préparateur mental, donc c'est pas le titre qui vous caractérise. Vous avez des billes, vous avez des fondamentaux, mais vous n'avez pas nécessairement toutes les clés. Et vous trouvez aussi un annuaire des préparateurs mentaux accrédités sur toute la France. Et si ça va intervenir en sport individuel, en sport pro, parce que justement il y a des spécificités. Donc n'hésitez pas à aller dessus. On a une question d'un jeune homme, mais on va peut-être écouter la jeune fille pour avoir un peu d'alternance. Vas-y, honneur aux dames, et après on entendra Antoine. Tout à l'heure, de la table ronde, vous avez parlé que vous avez fait une intervention avant de préparer le mental. Vous avez suivi une formation particulière pour arriver à ça. Finalement, quand tu fais STAPS et que tu poursuis en master entraînement sportif, tu vas pouvoir avoir vraiment à partir du moment où le master que tu fais prend en compte la préparation mentale. Donc nous, à Nice, il y a une part préparation mentale et les étudiants sont amenés à faire de la planification en entraînement mental, à développer tous les outils. Il va y avoir, je vais te dire, une majeure à 65% en prep physique et tu vas avoir une partie qui va être sur la prep mentale. Donc ils sortent avec toutes ces compétences-là. Le titre de psychologue du sport, de psychologue clinicien, il est lié à un master en psychologie. Le titre de psychologue du sport, finalement, c'est moins clair, c'est moins documenté. Et l'enjeu qu'on te demande, c'est d'avoir un master STAPS ou un master de psychologie, de l'expérience dans de l'approche mentale, au travers de tes stages, mettre en évidence que tu as fait ça au travers de tes stages de licence et de master, et derrière tu peux être reconnu préparateur mental. Donc il n'y a pas qu'un diplôme qui te certifie le truc. Donc n'hésite pas à aller regarder sur le site de la SFPS le cadre, parce que pour le coup, on n'est pas des psychologues cliniciens, on est vraiment des préparateurs mentaux. Une question ici? Bonjour, donc je suis étudiant en éducation motricité en L3, je m'appelle Antoine. Je voulais vous poser une question par rapport au moment où vous avez parlé du plancher pelvien et du coup que ce serait nécessaire peut-être de le renforcer pour compenser et que ça ne se faisait pas encore, mais est-ce qu'il y a quand même des structures peut-être dans le haut niveau qui le considèrent et comment ça se met en place en fait? Les entraîneurs sont formés à l'INSEP, ils ont eu une formation continue poussée par Carole Maître finalement. Maintenant, est-ce que ça se met en place sur le terrain? On n'a pas eu d'études récentes en France de la prévalence de l'incontinence urinaire chez les sportifs de haut niveau à l'INSEP, donc je ne peux pas te dire si c'est fait réellement. Il y a eu une recherche de montée en compétence des entraîneurs au niveau des structures de haut niveau. À ma connaissance, ça ne fait pas partie des rubans pédagogiques des BPGEPS, des DEGEPS ni des DESGEPS, quelles que soient les disciplines. Ce n'est pas inscrit dans l'arrêté ministériel. Dans les formations STAPS, et j'ai envie de dire, je viens de prendre conscience qu'on ne le fait même pas à Nice, et c'est vraiment pas bien, donc ça sera rajouté rapidement. Vous voyez, on réfléchit, je vous dis des trucs qu'il faut faire, et je ne le dis même pas à mes étudiants. Donc on va trouver les leviers pour le faire, et je pense que c'est pas toujours fait. Maintenant, après, est-ce que sur le terrain c'est fait? Je ne sais pas, mais tu es un futur prof de PS, et j'espère que dans la stratégie de renforcement musculaire que tu pourras inculquer à tes élèves, tu pourras le faire parce que j'ai parlé des spécificités féminines, mais l'incontinence urinaire et l'incontinence anale est présente aussi chez les hommes. Donc j'ai envie de te dire, tu ne feras pas un truc pour rien pour les garçons aussi. Donc je crois qu'en tant que prof de PS, c'est vraiment pas idiot d'y réfléchir. Parce que de toute façon, toutes les nanas, si à un moment donné elles accouchent, ça leur servira. Pour illustrer des propos, moi je travaille au CREPS de Montpellier, et alors ça relève pour l'instant plus d'initiatives personnelles, mais on a par exemple le pôle. Je disais, je travaille au CREPS de Montpellier sur l'optimisation de la performance, et à titre d'exemple, le pôle France de triathlon s'intéresse à ces questions-là, donc c'est un travail avec une association qui est sur Nîmes, avec des experts gynécologues, obstétriciens, c'est difficile à dire,
et une kiné qui est spécialiste justement de tout ce travail dont je connais bien, il travaille là-dessus depuis 1 an. Moi je suis arrivé en cours de route et on m'a demandé d'appuyer cette proposition, c'est-à-dire de financer ce genre de choses, ça fait partie de notre travail. Et on est en train de mettre en place, en termes de suivi paramédical, une cellule spécificité féminine justement, où on va essayer de proposer ce type d'intervention à l'ensemble des pôles qui sont représentés au CREPS pour toucher un maximum de monde. Et si certains sont intéressés, ils pourront avoir un suivi plus régulier. Donc la kiné experte, en l'occurrence, elle vient régulièrement intervenir auprès des jeunes filles du pôle France Triathlon. Donc c'est des choses qui existent, mais en effet qui relèvent plus d'initiatives locales ou personnelles, qui ne sont pas forcément partie prenante des modules de formation obligatoires au niveau fédéral. Ça viendra peut-être. Ça commence par là, après ça peut boule de neige. Donc on peut applaudir encore une fois Stéphanie.